Les abonnements, les pouces bleus, les commentaires et les partages aident la chaîne à développer son audience. Pour mettre une pièce dans le chapeau de l'artiste, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee en description. Ils sont là! À travers la grille des escaliers, il crut apercevoir des brodequins de sécurité noirs. Non, ce n'étaient pas des illusions. Cours! Ouvre les vantaux. Allez, fais-le. Mais aurais-tu perdu la boule? Tu n'as pas de combinaison. Je vais très bien, d'accord? Je veux pas crever ici à cause de toi, crétin. Où est-il? Où sont-ils? Donne-moi la main. Ne la lâche pas. Je viens avec vous. Je ne veux pas rester ici. Ah, et puis merde. T'as quelque part où aller au moins? Qu'est-ce que tu vas y faire? Ils s'élancèrent vers l'autre extrémité de la station en retournant les tables sur leur passage, bondissant au-dessus des bancs et renversant les brahmanes qui caquetaient. Les soldats de l'ordre se déversèrent du couloir de correspondance et inondèrent la station de plomb. Ils arrivèrent jusqu'au vantau hermétique, menacèrent les sentinelles, tournèrent les manivelles qui contrôlaient le verrouillage et tirèrent des tonnes d'acier sur les rails. Un ventail glissa sur le côté, non sans réticence. Ils se faufilèrent dans l'interstice et gravirent les marches. D'où venaient donc les forces d'Artium? Quelle était la source de cette vitalité? On le poursuivait. Des pas tonnaient sur le granit. Les hommes de Melnik le talonnaient en tirant à l'aveuglette et en manquant leur cible. Le poulailler dérangé caquetait à tout rompre. L'ouverture restait très étroite, comme un accès aux coulisses. Des combattants vêtus de noir la franchissaient les uns après les autres, alors que les brahmanes s'en éloignaient le plus possible pour éviter les radiations. Artyom, Anya, Timour et Ilya arrivèrent dans le vestibule. Leur seconde d'avance leur permit de fracturer une porte d'entrée et de sortir nus dans la nuit froide moscovite. Et maintenant? Ici. On l'avait laissé ici. Attends. Là-bas. Donne-moi la main, on y va. Courbés, ils coururent le long de la bibliothèque silencieuse où Artyom avait appris jadis à maîtriser sa peur. Sous ses fenêtres aveugles, au pied de ses colonnes titanesques, sur les plaques de marbre qui s'étaient détachées de ses murs. Les Noirs sortirent derrière eux du vestibule de Borovitskaya, qui rappelait l'entrée d'un mausolée. Ils ralentirent le pas, craignant d'être dehors sans protection. « On va flancher rapidement. Tu connais le niveau des radiations dans le coin? » Voilà, ici. C'est bien elle? Ouais. La japonaise de Savelli, abandonnée depuis que les Diagas l'avaient remorquée en venant les sortir de Palachika. Quand était-ce arrivé? Il y avait sûrement plus d'un siècle. Savelli n'était plus de ce monde. Il avait été emporté et piétiné par la foule, à Komsomolskaya. Il avait péri et disparu sans laisser de traces dès son premier jour de service au sein de l'ordre. Sa voiture, elle, était toujours là. Elle attendait son maître. Artyom fit le tour du véhicule en tirant sur les poignées des portières et s'y glissa par le coffre qu'on avait oublié de verrouiller. Sous le tapis de sol du siège passager, il y avait une clé de secours. Savelli le lui avait confiée à Komsomolskaya, comme s'il avait eu une prémonition. Il tourna la clé dans le démarreur. La voiture revint à la vie. Les silhouettes noires semblaient avoir pris une décision.
et s'était détaché du vestibule de la Borovitskaya. « Allez, montez !»« Tu vas où ?»« À VDNKH, chez les miens, à la maison. Il faut que je leur raconte. »« Non, je reste. Qu'est-ce que je ferai là-bas ? Je vais m'arranger avec eux. »« Monte dans la voiture, idiot ! Ce sont nos gars, malgré tout. Je vais me débrouiller. »« Attends, j'ai failli oublier. Voilà, c'est à toi. » Timour sortit de ses affaires le nagant d'un gris noir mat. « Ouais, il est à moi. » Il tendit le revolver à Artyom par la fenêtre ouverte. « Merci, mec. Allez, file !» Timour leva les bras, pivota sur lui-même et avança vers la horde de diables noirs qui couraient à sa rencontre. Artyom lui donna l'extrême-onction par la pensée et enfonça l'accélérateur. Depuis Okotny, Riad et Tverskaya, le vent charriait un ronflement dense, le grondement d'un moteur. Ils démarrèrent dans un crissement de pneus. La gomme fuma sur l'asphalte. Anna était assise près de lui, et Ilya Stepanovitch ballottait à l'arrière. Ils remontèrent les vitres. Dans le rétroviseur, Timour tomba sans bruit face contre terre, les bras levés. Une seconde plus tard, un véhicule tout-terrain blindé fit irruption dans le petit rectangle sombre, s'arrêta près du corps et éteignit les phares, avant de rapetisser et de disparaître. Il filait sur Vostvidjenka, en dépassant toutes les rues qu'Artyom avait arpentées à pied des centaines de fois. Mais celle-ci était la dernière. Sur le bas-côté, des crânes picorés, des bâtiments rongés et des arbres desséchés suivaient la japonaise de leur regard éteint. Un croissant de lune éclairait le ciel dégagé, de son faible halo. Autant d'étoiles constellaient la voûte noire, quand la nuit fatidique ou après avoir poussé Genia et Vitalik à déverrouiller les vantaux hermétiques, ils étaient montés à la surface. « Tu te rappelles, hein, Genia ? » ?»« Arrête, Artyom, s'il te plaît. »« Excuse-moi, je recommencerai plus, promis. » Le ministère de la Défense, chaulé d'un blanc osseux, traversa leur champ de vision, de même que l'entrée de la station Arbatskaya. À droite se dressaient des immeubles d'une vingtaine d'étages, raides comme des soldats oubliés à la parade. À la gauche, une enfilade de bâtiments aussi majestueux et opulents que ridicules arborait les écrans publicitaires les plus grands d'Europe, le tout réduit en cendres. Les factionnaires saluaient Artyom, alors que les écrans lui montraient son passé et son avenir. « Alors, t'arrives à respirer ?» demanda-t-il à Anya. « Ouais, mais c'est différent. » Il se souvint de la première fois où il était venu là, 2 ans plus tôt. Tout y était différent alors. À l'époque, la vie grouillait à la surface. Une vie torturée, différente, mais bien présente. Alors que désormais... Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et eut l'impression qu'une concentration de ténèbres les poursuivait. Était-ce seulement une impression ? Il prit un virage serré dans un crissement de pneus, et la japonaise bondit sur Sadovoy Koltso. Ils dépassèrent l'ambassade des États-Unis, brûlée jusqu'aux fondations. Un gratte-ciel sur Krasnoprenskaya, construit pour les suppôts de Satan, avec son pieu sur le toit. Des bâtiments massifs en granit qu'on avait baptisés Stalinka, en l'honneur de l'épouvantail du bunker. Des places aux allures de cratères de bombes. Des rues à l'apparence de tranchées. Laissons aux morts ce qui n'est plus,
se dit Artyom en observant ce paysage désolé. « On va à la maison ?» demanda Anya. « Ouais, à la maison, » lui répondit-il. Il rejoignit Prospect Mira, toujours le pied au plancher, et prit le boulevard à contresens pour filer vers l'est. Ils glissèrent sous une voie surélevée, le 3e périphérique, avant d'atteindre un pont qui enjambait des rails de chemin de fer, posés tout au fond d'un abîme ténébreux. Bientôt, au-dessus des arbres, apparut une fusée à jamais figée dans le ciel, qui marquait l'emplacement du musée imbécile de l'astronautique. VDNKH n'était plus très loin. Il eut de nouveau l'impression de percevoir du mouvement derrière la voiture. Il se retourna l'espace d'une seconde et faillit percuter un fourgon, qui l'évita d'un coup de volant in extremis. En louvoyant entre les boîtes de conserve, ils suivirent un chemin familier vers le pavillon d'accès à la station. Artyom gara la voiture derrière le cube métallique d'un bureau de change, pour la dissimuler au regard indiscret. « Nous sommes arrivés vite. Avec un peu de chance, la dose que nous avons reçue n'est pas excessive, » dit-il à Anna. « Pas grave. » Ils quittèrent l'habitacle et tendirent l'oreille. Quelque chose grognait au loin. « On court !» Ils pénétrèrent dans le vestibule. Artyom regarda une dernière fois derrière eux, à travers le plexiglas couvert de poussière, s'ils étaient suivis. Tout semblait calme. Si poursuivants il y avait eu, il les avait semés. Le ventail supérieur était ouvert. Il donnait sur l'escalator, qui plongeait de 50 mètres sous la surface. On y voyait goutte, mais Artyom connaissait le chemin par cœur, pour l'avoir pratiqué quotidiennement une année durant. Il y trébucha et amorça un plongeon qui n'aurait pas manqué de lui briser le nez et la colonne vertébrale. Mais on le rattrapa de justesse. Ils arrivèrent enfin au pied de l'escalier. De l'autre côté d'un petit espace dégagé se dressait un mur d'acier, les vantaux hermétiques. Artyom fit un pas sur la gauche d'un pied sûr et posa la main sur un combiné mural, le premier des 2 existants. « Ouvre! C'est moi, Artyom !» L'écouteur était sourd, comme si le cordon était déchiré, comme s'il essayait de ranimer l'interphone d'un immeuble en surface, et non d'appeler sa station natale. « Vous m'entendez? C'est Artyom, le noir !» L'écho de sa voix résonnait dans la poussière et la suie coincée entre les petits disques métalliques. Aucun autre son ne s'échappait du combiné. Artyom trouva à tâtons la main d'Anna et la serra. « Tout va bien. Ils doivent seulement dormir. »« Oui. Quand tu es parti, tout allait bien, Artyom. » Ilya Stepanovitch respirait bruyamment, avec difficulté. « Ne respire pas aussi profondément, » lui conseilla Artyom. « L'air est vicié. » Il raccrocha, puis décrocha de nouveau, et se colla au plastique froid. « Allô? C'est Artyom! Ouvrez !» Nul ne semblait décidé à leur répondre, comme s'il n'y avait personne pour le faire. Il s'approcha du mur et asséna un coup de poing sur le métal. Un bruit mat, peu audible. Il se rappela alors le revolver, le saisit par le canon pour donner un coup de crosse sur l'acier. Mais il retint son geste. Et si l'arme était chargée? Il fit basculer le barillet et découvrit à tâtons qu'on y avait placé 2 balles. Il les sortit
et les glissa dans sa poche. Il entreprit alors de tambouriner avec le nagan sur la paroi métallique, comme on sonnerait une cloche. Dong, dong, dong. Debout là-dedans, réveillez-vous, allez! Il colla son oreille contre le mur. Y avait-il quelqu'un derrière? Puis de nouveau, dong, dong, dong. Artyom! Il doit y avoir quelqu'un! Il saisit de nouveau le combiné, le raccrocha, le décrocha. Allô! Allô! C'est Artyom! Sukhoi, ouvrez! Quelqu'un marmonna quelque chose à contre-cœur. Vous m'entendez? On croassa. Ouvre les vantaux! Puis quoi encore? C'est la nuit, répondit-on enfin. Nikita! Ouvre-moi! Nikita! C'est Artyom! Allez! Ah oui, ouvre Nikita, et bouffe-toi des radiations, c'est ça? Qu'est-ce que t'as oublié cette fois? Ouvre! Nous n'avons pas de protection! On se moucha à l'autre bout du fil. Bon. D'accord. Le mur d'acier se leva lentement, en coulissant. La lumière filtra. Ils entrèrent dans le sas de décontamination. Un robinet au mur, un tuyau, et un autre combiné. Ouvre le sas! Rincez-vous d'abord, avec la merde que vous trimballez. Mais nous sommes à poil! Ah! Mais puisqu'on vous dit de vous laver! Il lui fallut passer tout le monde au jet d'eau froide mélangée de chlore. Ils entrèrent trempés et grelottants dans la station. Une odeur de lisier et de porc les prit aussitôt à la gorge. Tout le monde dort, et Sukhoi aussi. Hein? Tu devrais voir ta tête. Où est-ce qu'on peut s'installer? Votre tente est libre, dit Nikita en les toisant de pied en cap, qui frissonnait. On vous attendait? Une seconde, je vous donne de quoi vous essuyer. Allez dormir un peu. Pour le reste, tu verras demain matin. Artyom voulut répliquer, mais Anna le prit fermement par la main et l'entraîna derrière elle. Elle a raison, c'est vrai, se dit-il. Déjà que j'arrive de nuit de la surface et sans combinaison, si en plus je réveille toute la station, on va vraiment me prendre pour un cinglé. Il n'y a pas d'urgence de toute manière. Le temps que les nouvelles parviennent ici depuis police. En revanche, dis aux sentinelles de ne laisser entrer personne d'autre dans la station, dit-il avant de se rappeler l'ombre noire. Et surtout personne qui arriverait par la surface. D'accord? Tu peux compter sur moi pour ça, répondit Nikita avec un rictus. Je ne vais certainement pas me réveiller une seconde fois pour ce genre de truc. Bon, voilà. Il faudrait aussi installer le camarade quelque part, ajouta Artyom en désignant Ilya Stepanovitch. J'expliquerai tout à mon père demain matin. Le professeur resta avec Nikita en affichant un air de chien abandonné. Mais ce n'était pas l'affaire d'Artyom. Il n'était pas celui qui l'avait dressé, ni celui qui l'avait abandonné. Leur tente était libre, ainsi que l'avait dit Nikita. Personne n'avait-il fait la demande pour en récupérer l'usage? Si, sans doute. Mais Sukhoi avait dû refuser. C'était pratique d'avoir des liens avec la direction de la station, même si ce n'était que par adoption. Ils allumèrent une lampe de poche qu'ils posèrent face contre terre, pour ne pas réveiller les voisins. Ils enfilèrent des vêtements secs sans regarder l'autre se dénuder. Ils se sentaient honteux et mal à l'aise.
Ils s'assirent en tailleur sur le matelas. « Est-ce qu'il reste quelque chose à boire ?» chuchota Artyom. « T'en avais à l'époque ?»« Ouais, j'en ai racheté, » répondit-elle tout aussi doucement. « Tu veux bien m'en donner ?» Ils burent chacun leur tour, en portant le goulot ébréché à leurs lèvres. L'alcool était mauvais. Il avait une odeur immonde et un dépôt au fond de la bouteille. Mais il les réconforta. Il dévissait la tête trop enfoncée dans les épaules, apaisait les spasmes du dos, des bras et de l'âme. J'ai compris que je pouvais pas vivre sans toi. Viens ici. C'est vrai. Et j'ai essayé pourtant. Artyom prit une longue gorgée, qu'il fut incapable d'avaler, qui lui brûla la glotte et le fit tousser. Après notre conversation à police, ton père m'a envoyé à Komsomolskaya, offrir des munitions aux rouges, pour réprimer un soulèvement. Il y avait des affamés qui s'étaient révoltés. Je suis arrivé parmi eux tout à fait par hasard, chez les rouges. Nous y sommes allés tous les 4. Il y avait, je sais pas, 1 millier de personnes. Et l'armée les mitraillait. Et une femme m'a demandé de tenir son fils. Il devait avoir 5 ans, au moins, peut-être 6 ans. Je l'ai pris dans mes bras et elle est morte. J'ai pensé à ce moment-là qu'il faudrait que nous adoptions ce garçon. Mais 1 minute plus tard, c'était son tour. Anna lui prit la bouteille. Ses yeux brillaient. Tes mains sont froides. Tes lèvres aussi. Ils burent de nouveau, en silence. Et c'est ici que nous allons vivre désormais. Je dois dire la vérité à tout le monde. À Sukhoi et à tous les nôtres. Je le ferai demain, calmement, avant que quelqu'un d'autre ne raconte l'histoire à sa manière. Est-ce que tu penses qu'ils vont te croire? Ils n'iront nulle part, Artyom. Nous verrons bien. Excuse-moi. Non, t'as pas à t'excuser. C'est à moi de le faire. Même ta langue est froide. En revanche, mon cœur est chaud. Alors que toi, t'as la chair de poule. Donne-moi ton cœur alors. Je veux me réchauffer. Ils se réveillèrent tard, et en même temps. Il s'habilla enfin normalement. Un pull et un jean élimé remplacèrent l'odieux costume du serveur. Il glissa les pieds dans des bottes en caoutchouc et attendit qu'Anna se vêtît à son tour. Ils quittèrent leur tente le sourire aux lèvres. Les voisines les dévisagèrent avec un mélange de réprobation et d'envie. Les voisins lui offrirent de fumer avec eux, ce qu'Artyom accepta avec plaisir. « Où est Sukhoi ?» demanda-t-il à Dasha Pélis, qui passait par là. « Il te prépare une surprise. T'as perdu tous tes cheveux? On t'avait pourtant prévenu. »« C'est où ?»« À la porcherie. » Ils allèrent ensemble rendre visite à son père adoptif. L'élevage était installé au fond d'un tunnel effondré. Ils traversèrent la station en saluant tout le monde. On le regardait comme un revenant, et Anna comme une héroïne. « Il est là-bas, ton père. Il veut tuer un cochon, » lui dit Aïgoul en agitant le bras pour lui indiquer la direction. Artyom sentit sa gorge se serrer.
il passait à côté de groins roses, humides, qui pointaient entre les barreaux des cages. Des porcelets se bousculaient devant les auges. Les mâles grognaient, comme les truies aux cils incolores et aux mamelles prises d'assaut par les gorées. Chaussé de bottes hautes, Sukhoi marchait dans l'enclos, au milieu des porcelets d'un an. À côté de lui se tenait Piotr Ilitch, le responsable de l'élevage. « Non, prends pas celui-là. Non, il a été malade. Oh, il aurait un goût amer. Je te recommande celui-là plutôt, hein. Le rose. Prochka, il s'appelle. Prochka! Viens ici. Viens mon beau. Oui, c'est bien. T'aurais dû me dire plus tôt. Il vaut mieux les faire jeûner toute la journée qui précède. Eh ben, mon fils est rentré à l'improviste, dit Sukhoi sans voir Artyom. J'étais tellement inquiet de pas avoir de nouvelles. Et non seulement il est vivant, mais il revient avec sa femme. Et ils se sont réconciliés, je crois. C'est le bonheur. Bon, va pour ton Prochka. Prochka! Viens là, viens. Allez, viens mon beau, viens. Allez, viens mon beau. Allez mon petit, viens. Mais comment je le fais sortir, moi? S'il avait rien mangé, il serait venu tout seul. Mais là, non. Non, ne le tire pas. Ne le tire pas. Le cochon n'aime pas être contraint. Laisse-moi faire. Il y a un autre moyen. Artyom s'arrêta avant d'arriver à l'enclos et regarda Sukhoi avec des picotements dans les yeux. Était-ce à cause de la puanteur? Sukhoi recula pour laisser le champ libre au spécialiste, qui décrocha un seau et l'enfila sur la tête de Prochka. Le porcelet se figea, puis grogna d'un air interrogateur, avant de commencer à reculer. Alors Piotr Ilitch le saisit par la queue et le guida en marche arrière vers la sortie de l'enclos. L'important, c'est qu'il n'y en ait pas d'autres qui sortent. Ils ont pas l'air de le vouloir. La tête dans le noir, Prochka restait docile, et on put lui faire quitter l'enclos rapidement. Après l'avoir libéré du seau, Piotr Ilitch le gratta derrière les oreilles et passa vivement une boucle en corde autour du groin, qui s'entr'ouvrait de contentement. Il attacha ensuite l'animal à un montant de la clôture. Artyom, qui avait vu faire et exécuter la manœuvre des centaines de fois, ne quittait toujours pas Sukhoi des yeux. Sukhoi se retourna enfin. « Ah, vous êtes réveillés ?» Il s'approcha d'eux et s'étreignirent. « Ma petite Anna, bon retour parmi nous. »« Comment ça va, Sacha ?»« On fait aller, » répondit-il avec un sourire. « Vous me manquiez, tous les deux. »« Salut le voyageur !» Piotr Ilitch tendit la main gauche à Artyom. Dans la droite, il tenait déjà un long couteau, qui ressemblait davantage à un pivot bien aiguisé. « Sukhoi, tiens-le une minute. »« Je voulais te gâter avec un peu de viande fraîche, » dit Sukhoi à Artyom, « mais tu m'as gâché la surprise. » Prochka tirait sur la corde de toutes ses forces, mais elle était courte. Ses pattes postérieures s'étaient éloignées du poteau, mais son groin pris dans le nœud ne pouvait pas aller bien loin. Pourtant, le porcelet ne hurlait pas. Il ne s'attendait pas à mourir. Puis Sukhoi le câlina, et Prochka s'apaisa, devint pensif. Piotr Ilitch s'accroupit à côté de l'animal et caressa ses côtes en cherchant le bout de ses doigts. À travers la couenne et la cage thoracique, il trouva le cœur. Il plaça de sa main gauche le couteau avec précision, sans même effleurer la peau de sa pointe. Les autres porcelets, curieux,
s'approchèrent de la grille de l'enclos. Allez. Adieu. Il donna un coup sec de sa paume droite sur la poignée de la lame, qui s'enfonça comme un clou de toute sa longueur. Prochka sursauta, mais resta en position. Il n'avait pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Piotr Ilitch retira le fer de la blessure, qu'il reboucha avec un chiffon. « C'est fini. Recule-toi. » Prochka resta debout quelque temps, puis il s'ébranla. Ses pattes postérieures fléchirent, et il s'assit, pour se relever aussitôt. Puis il tomba de nouveau. Il hurla, en réalisant la trahison dont il venait d'être victime, tenta de se relever, en vain cette fois. Un porc posa sur lui un regard indifférent. Un autre continuait à manger, la tête plongée dans l'auge. L'angoisse de Prochka ne paraissait pas contagieuse. Il bascula sur le flanc, les pattes secouées de spasmes. Il hurla, déféqua et se tut. Rien de tout cela ne semblait concerner les autres. Il n'avait pas remarqué la mort qui avait frappé tout près. « C'est fait. » dit Piotr Ilitch. « Je m'occupe de la découpe et j'apporte le tout aux cuisines. Qu'est-ce que je leur dis? On leur prépare au four ou à la poêle? » « Tu préfères quoi, Thiom ?» demanda Sukhoi. « Au four ou poêlé, puisque je n'ai pas réussi mon coup. »« Ah, au four !» Sukhoi acquiesça. « Qu'est-ce que tu deviens, alors ?»« Qu'est-ce que je deviens ? Je sais pas par où commencer. » Ben allons faire un tour. À quoi bon rester planté là? Où avais-tu disparu? Où ? répéta Artyom en coulant un regard vers Anna. À la police ? Personne n'est venu de chez eux ? Personne envoyé par Melnik ? Ou d'autres d'ailleurs ? Personne n'a demandé à me voir. Non. Tout est calme. Pourquoi? Tu attends quelqu'un? Et ceux des nôtres qui sont rentrés du centre, de la Hanse, cette nuit, ont-ils rapporté des nouvelles ? Sukhoi le regarda attentivement. Que s'est-il passé? Car il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Ils quittèrent l'élevage pour rejoindre la station. À cause des ampoules rouges qui l'éclairaient, on eût dit que c'était Sukhoi ou Artyom qui avait tué le cochon. Allons fumer. Le père adoptif n'approuvait pas qu'Artyom fumât. Mais cette fois, il ne fit aucun commentaire. Il sortit un porte-cigarette de sa poche et le tendit à son fils. Anya se servit, elle aussi. Ils s'éloignèrent des habitations pour s'absorber dans la fumée. « J'ai trouvé des survivants, » dit Artyom. « D'autres survivants. »« Toi? Où ça? » Sukhoi coula un regard en coin à Anna. Artyom allait poursuivre, mais il s'interrompit pour réfléchir. VDNKH était une station indépendante, et Sukhoi en était le dirigeant. Mais de telles stations existaient-elles réellement ? Il dit la vérité, confirma Anna. Tu ne le sais pas ? Moi? Non, je ne le sais pas, dit Sukhoi en prenant garde à ses intonations pour ne pas vexer un Artyom au crâne nu, plus maigre que jamais. Un maillon intermédiaire, conclut Artyom à haute voix. D'accord. Quoi? Ce serait un peu long de tout raconter, alors je vais aller à l'essentiel.
Nous ne sommes pas les seuls survivants. La terre entière a survécu, aussi bien des villes en Russie qu'en Occident. Ça aussi, c'est la vérité, fit Anya. L'Occident? Et la guerre alors? Est-ce qu'elle continue? Pourquoi les ondes sont-elles muettes? Pourquoi est-ce que personne n'a connaissance de ces survivants? On brouille les ondes, comme à l'époque soviétique, essaya de lui expliquer Artyom. Parce que, prétend-on, la guerre continue. Je connais ça. Dit Sukhoi. Tu connais ça? Répéta Artyom avec une expression de méfiance. J'ai étudié ça, ouais. Qui est derrière? Les rouges? Est-ce que tu connais Bessolov? Bessolov? Le type de la Hanse? Il n'y a pas de Hanse, ni de ligne rouge, Sacha. Et bientôt, même ces noms disparaîtront. Bientôt, ce sera l'unité, pour qu'ensemble nous résistions à notre ennemi commun, pour que nous ne sortions jamais du métro. Voilà le scénario qu'on nous a écrit. Sukhoi avait l'air d'y croire, mais il ne put s'empêcher de guetter une confirmation auprès d'Anna. Et qui d'autre? Qui d'autre est au courant que d'autres villes ont survécu? Hier, à Police, une annonce a été passée au micro, dit-elle. C'est la vérité, Alexandre Alexeïevitch. Le monde entier a survécu. Et comment vivent les autres? Mieux que nous? Je sais pas. On ne nous l'a pas dit, répondit Artyom. Mais si leurs conditions de vie étaient pires, on nous l'aurait certainement fait savoir. Sukhoi alluma une nouvelle cigarette, avec les restes de la première, trop vite consumée. Eh ben... Merde alors. Il fixa une ampoule rouge pendant quelques instants. « Est-ce que tu es redevable à ce Bessolov ?» demanda Artyom. Non. Pourquoi? Je ne l'ai vu qu'une seule fois à la Hanse. Tant mieux, Sacha. Il faut fermer la station. La fermer pour que personne ne vienne chez nous de là-bas. Il faut convaincre les nôtres. Il faut que tu leur racontes ça. Ils te croiront, toi. Attends, de quoi faut-il les convaincre? Il faut les faire partir d'ici. Leur faire quitter le métro tant que c'est encore possible. Au moins les nôtres. Mais les faire partir où? À la surface. Attends, mais où précisément? Il y a 200 personnes dans cette station. Des femmes, des enfants. Où veux-tu les conduire? Nous enverrons des éclaireurs. Nous trouverons un endroit où le niveau de radiation est suffisamment bas. Des gens sont venus de Murom. Là-bas, on vit à la surface. Sukhoi attaqua la 3e cigarette de rang. Et pourquoi? Quoi, pourquoi? Pourquoi devons-nous aller à Murom? Pourquoi tous ces gens voudraient-ils quitter le métro pour aller ailleurs? Ils vivent ici, Artyom. C'est leur foyer. Ils ne te suivront pas. Mais parce qu'ils sont nés à la surface, à l'air libre, sous le ciel, en liberté. Alexandre Alexeïevitch hocha la tête à plusieurs reprises. Non pour se moquer d'Artyom, mais comme le ferait un pédiatre. Et ils ne s'en souviennent même plus, mon petit Artyom. Ils se sont acclimatés ici. Mais ils vivent comme des morlocks, comme des tops. Oui, mais c'est une vie bien réglée, une vie simple. Ils ne voudront pas y renoncer. Mais dès qu'ils s'asseillent autour d'un feu, ils ne font que ça, se souvenir du passé, ce que chacun possédait, la vie qu'ils menaient. Mais tu pourras pas leur rendre ce qui leur manque. Ils ne veulent pas retourner dans le monde. Ils veulent s'en souvenir. Tu es encore jeune. Tu comprendras ça plus tard. Je ne le comprends pas. Oui, mais c'est normal. Je te demande simplement une chose.
Ferme la station. Tu ne veux pas leur parler, alors laisse-moi le faire. Sinon, cette peste arrivera jusque chez nous. On leur enfumera la tête comme partout ailleurs. Je les ai vus faire. Mais je peux pas fermer la station, Artyom. Nous avons des accords commerciaux avec la Hanse. On nous fournit en granulés pour les porcs. Sans oublier qu'il faut évacuer le lisier vers Rijskaya. Quoi? Mais quels granulés? Nous leur donnons des champignons. Plus maintenant. Toutes les plantations sont mortes. Tu vois, dit Artyom à Anna avec un rictus. Et toi qui t'étais entiché des champignons? Eh bien, on découvre qu'on peut très bien s'en passer des champignons. Mais pas de putain de granulés. Oh, mais ne sois pas si prompt à juger, Artyom. Je dirige cette station. J'ai 200 âmes à nourrir. Laisse-moi au moins leur dire ce qu'il en est. Ils l'apprendront tôt ou tard, de toute manière. Et crois-tu que ça vaille le coup que ce soit toi qui leur dise? Ça le vaut. Ils convinrent de rassembler tout le monde après dîner, quand les dernières corvées dans les fermes seraient achevées. Jusqu'à ce moment-là, Artyom devait tenir sa langue. Ce qu'il fit, en essayant de rendosser son ancienne vie à VDNKH. Les vélos, le tour de garde dans le tunnel, l'attente. Mais celle-ci avait rétréci et ne lui seyait plus. Ilya Stepanovitch le suivait comme une ombre. Artyom avait négocié avec Sukhoi qu'il restât dans la station, et il lui montrait la manière dont le quotidien y était organisé. Malgré son allure chétive, le professeur avait aussitôt plu à Dasha Pellis. On lui fit boire un thé léger, les champignons étant devenus une denrée rare. Puis on l'interrogea sur sa biographie. Ilya Stepanovitch ne desserrait pas les lèvres, et Artyom n'était pas homme à le trahir. En revanche, il savait écouter, et en lui parlant de la station, Artyom glissait dans son récit des épisodes de sa propre vie. Cela venait tout seul. Il déambulait au milieu des tentes d'habitation, et les souvenirs affluaient. Ici avait vécu Genia, un ami d'enfance avec qui il avait ouvert les vantaux hermétiques à Botanicheski Sad. Il était mort 2 ans plus tôt. Un de ses compagnons d'armes avait été frappé de folie, alors que les Noirs marchaient sur VDNKH, et l'avait tué. Là, il avait vu Hunter pour la première fois, et avait été subjugué. C'était alors qu'il marchait de nuit dans la salle endormie de la station, qu'Hunter avait pris la destinée d'Artyom dans ses mains, et l'avait remodelée en moins d'1 minute. Il y avait vu la grande tragédie de sa vie, pour découvrir au bout du compte un ballon de baudruche. Ilya Stepanovitch hochait la tête, comme si le sujet le passionnait. À quoi pensait-il réellement? Artyom n'aurait su le dire. Ce fut ainsi qu'il tint jusqu'au soir. Un tel festin n'était pas réservé aux proches, et l'on convia tous ceux qui le voulaient bien. Les tables avaient été dressées dans une impasse, dans le club, sur une estrade, là où commençait le couloir effondré, au-dessus des voies, en direction de la nouvelle sortie. On avait sonné la fin des travaux diurnes, et les convives affluaient des douches, propres et habillés pour l'occasion. Les akouskis étaient plutôt ratés, mais Prochka fit oublier tout le reste. Il avait été divinement préparé. On avait découpé la bête en réservant la tête, qui semblait sourire, surmontée des oreilles aux allures de parchemin imbibé de graisse. La viande était tendre, à peine salée, et fondait dans la bouche.
On accompagna le plat d'un distillat de champignons, sorti exprès de vieilles réserves. Il y eut une salve de toasts, les uns plus recherchés que les autres. « À votre retour! À ta santé, Artyom! Et à toi aussi, Anya! Puissiez-vous enfin avoir des enfants? Et ne prenez pas ça pour de la flagornerie aux parents! Donc, à toi, Sansage! » Piotr Ilitch se leva plein d'entrain au milieu de cette scène, ses cheveux roux formant un halo autour de son cou framboise. Et dans ce cas, levons nos verres à notre VDNKH, un îlot de paix et de stabilité au milieu de l'océan déchaîné du métro, grâce aux efforts de vous savez qui. Artyom pensait qu'il serait incapable de rien avaler. Mais la faim le tenaillait tant qu'il mangea 2 portions. Le porcelet était succulent. Il fallait seulement s'abstraire du souvenir qu'on l'avait entendu grogner joyeusement le matin même. À ce compte-là, ils avaient tous grogné un jour. Était-ce une raison pour ne plus les manger? En revanche, il fut incapable de boire, alors que Sukhoi ne ratait pas une occasion de vider son verre. Chacun préparait à sa manière la discussion à venir. « Il est des sujets que je voulais évoquer avec toi, et j'attendais que tu reviennes. Bah, naturellement, tu as envie de discuter un peu avec tout le monde, j'ai rien contre. Mais sache que tu n'es pas obligé de faire un métier comme, tu sais, les champignons ou les cochons. Tu peux faire autre chose. De la collecte de renseignements, par exemple. » Merci, Sacha. Le petit Kirill arriva en catimini derrière eux. Après un « bouh !» pour surprendre les convives, il grimpa sur les genoux d'Artyom. Il avait échappé à sa mère. Il aurait dû déjà être au lit et dormir. Puis Natalia arriva elle aussi. Elle gronda son fils, mais accepta de s'attabler. Il restait encore du porcelet. « Anya, donne-moi un petit morceau. »« Viens t'asseoir avec nous, je vais te servir un peu mieux. Il faut que tu manges pour grandir. » Kirill reçut sa propre assiette, s'assit entre Artyom et Anna, et se mit à mastiquer un morceau de viande, avec délectation. Juste avant le 3e service, une sentinelle vint troubler Sukhoi. Un Géorgien du nom d'Ubilava, qui lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le chef de la station s'essuya les lèvres et quitta la table sans un regard pour Artyom. Celui-ci les suivit du regard par-dessus son épaule. Il se dirigeait vers le tunnel sud, qui filait droit vers Alexeyevskaya, avant de s'enfoncer dans le cœur du métro. Que s'y passait-il? Impossible d'en voir davantage, car Sukhoi s'était dirigé vers les voies, derrière les colonnes. Il ne réapparut pas avant une dizaine de minutes. « Hé, est-ce que t'as trouvé Polyarniezori ?» demanda Kirill, la bouche pleine. « Quoi ?» demanda distraitement Artyom. « Polyarniezori, tu disais que tu les avais entendus à la radio. C'était pas pour les chercher que t'étais parti ?»« Oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. »« Oh, maman, t'entends? Artyom, il a trouvé Polyarniezori !» Natalia serra les lèvres. « Ce n'est pas vrai, mon petit Kirill. »« Artyom, c'est la vérité, hein ?»« Ça suffit, » intima Natalia à Artyom. « Comment c'est là-bas, Tiom? Qu'est-ce qu'il y a à Polyarniezori? Comment ça se passe avec les microbes ?»« Je vais te l'apprendre bientôt, » dit Artyom. « Attends un peu, mon petit lapin. » À l'extrémité sud du quai se tenait Sukhoi, en compagnie d'autres hommes. Il se tournait sans cesse vers les tables, et sa figure rouge brillait dans la lueur de l'éclairage de secours. Artyom voulut le rejoindre,
Mais son père remarqua son mouvement et lui fit signe de se rasseoir. Il arrivait. « Que se passe-t-il » demanda Anna. « Mais dis-lui que c'est la vérité. »« Très bien, je te ramène à la maison de ce pas. » Sukhoi rejoignit le banquet, s'assit à côté d'Artyom et lui fit un sourire douloureux, comme si ses lèvres s'étaient soudain gercées. Kirill, vexé, triturait l'œil fermé de Prochka avec sa fourchette. Dasha frottait sa hanche opulente contre Ilya Stepanovitch. Artyom prit Sukhoi par le bras. « Que se passe-t-il, Sacha ?»« On est venu te chercher. On leur a bien sûr dit d'aller voir ailleurs. »« Des gens de l'ordre, envoyés par Melnik ?» Anna tenait son couteau comme si elle allait s'en servir pour frapper. Artyom glissa la main dans sa poche. Le Nagant s'y trouvait toujours. « Non, de la Hanse. »« Ils sont nombreux? Un commando spécial? » ?»« 2 hommes, des civils. »« Seulement 2? Et qu'ont-ils dit? » ?»« Ils disent qu'ils nous laissent réfléchir jusqu'à demain matin. Mais qu'ils comprennent que t'es mon fils et tout le reste. » répondit Sukhoi, les yeux rivés sur l'assiette. « Qu'ils ne voudraient pas recourir à des mesures extrêmes. » Artyom ne releva pas la mention du fils. « Et demain matin? » La station subira un blocus. Les relations commerciales seront suspendues dans les 2 sens. En outre, nous serons consignés ici. Ils ont dit en avoir averti Alexeyevskaya. Andreï, le chef des éclaireurs de la station, se leva et brandit son verre. « Je porte un toast. Artyom, nous en avons débattu avec ton paternel. Je suis victime d'un cas de force majeure. Je suis tombé amoureux, et mon amour vit à Krasnopreznenskaya. Et j'ai compris qu'il était temps. J'ai 38 ans. Aussi vais-je quitter ma station natale chérie, VDNKH, pour rejoindre ma fiancée à la Hanse. À quoi est-ce que je porte ce toast? Eh ben, que chacun de nous, Artyom, trouve sa place. Et ma place, elle est désormais libre pour toi. » Artyom acquiesça, se leva, trinqua et se rassit. « Combien de temps peut-on tenir » chuchota-t-il à Sukhoi. « Je sais pas. Les champignons, tu sais ce qu'il en est. On n'a que les cochons. Seulement, nous n'avons pas de quoi les nourrir. Toute leur alimentation provient de la Hanse. » « Mais depuis quand la Hanse s'est-elle lancée dans les aliments pour le bétail? D'où ça sort? Ont-ils échappé à la moisissure? » Je te parle d'aliments en granulés. Ce n'est pas à base de champignons. Mais les porcs les mangent sans rechigner et prennent du poids normalement. Et notre équipe d'éleveurs, ils se sont pas intéressés à ce qu'il y a dedans? Où est-ce que la Hanse se fournit? Peut-être que nous pourrions les élaborer nous-mêmes. Je sais pas. Nous ne leur posons pas la question. Je crois que la Hanse les achète au rouge. Mais ce sont des on-dit. Nous les avons essayés, et les porcs les ont aimés. Il n'y a donc pas de raison de chercher la petite bête. Comment ça, chez les rouges? Mais il y a la famine. Piotr Ilitch, est-ce que tu te souviens de la provenance des granulés? Oh bah, de Komsomolskaya, si j'ai bonne mémoire. Oui, je me rappelle en avoir entendu parler. Ce sont les plus frais. Encore que les dernières fois, question fraîcheur... De Komsomolskaya? La salive tourna aigre dans la bouche d'Artyom. Il sentit sa gorge se serrer, à ne plus pouvoir déglutir ni respirer. De Komsomolskaya? De la Hanse? Quelle différence? Et qu'est-ce qui va pas avec ces aliments? Tu ne poses pas de questions inutiles, hein? Un blocus. Mais j'ai besoin de nourrir les nôtres, Artyom. 200 âmes. Tu prends ce que tu trouves.
Tu comprendras quand tu auras une station à gérer. Artyom se leva. Est-ce que je peux? Hé, l'homme à qui on doit ce festin! Allez! Lance ton toast, Artyom! Il se plaça devant eux, comme s'il allait réellement porter un toast. Mais à la place d'un verre, sa main ne se refermait sur rien. Des gens sont venus me chercher, soi-disant de la Hanse. Ils veulent m'emmener pour que je n'ai pas le temps de vous apprendre tout ce qui va suivre. Ils disent que si vous ne me livrez pas, la station subira un blocus. Les convives autour de la table se turent, et une chanson qu'on avait entonnée mourut. Quelqu'un mastiquait encore, mais tout doucement. Moscou n'est pas la seule ville à avoir survécu. Hier, à Police, une annonce publique a révélé que d'autres villes sont comme nous. À vous aussi, on l'apprendra bientôt. Dites-vous que je suis le premier. Le monde entier est vivant. Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Vladivostok, l'Amérique. Nous ne les entendons pas parce que les ondes sont brouillées. Un silence de mort régnait dans la salle. Les gens se tenaient pétrifiés. Nous n'avons pas besoin de nous terrer plus longtemps. Nous pouvons prendre nos affaires et partir, à l'instant même, là où le cœur nous en dit. À Mourom, à seulement 300 km de Moscou, le niveau de radiation est normal. Les gens vivent à la surface. C'est Moscou qui est morte et contaminée, parce qu'au-dessus d'elle on frappé des missiles nucléaires. Nous n'avons plus besoin de vivre ici. Nous ne devons pas vivre ici. Je vous le propose et je vous implore. Partons. Pourquoi? Lui demanda-t-on. Se traîner sur 300 kilomètres? Tout ça pourquoi? Mais pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Vous savez bien qu'il est zen sur ce sujet. Pourquoi? Parce que la place de l'homme n'est pas sous terre? Parce que vous vivez dans les tunnels? Parce qu'on vous force à y rester? Comme des vers. Est-ce que vous vous en souvenez au moins? Toutes ces guerres imbéciles que nous menons entre nous? Il n'y a pas de lendemain pour nous ici. Ce métro est un cimetière. Nous n'y serons jamais des hommes. Nous ne créerons rien de neuf. Nous ne grandirons pas. Nous sommes malades. Nous dégénérons. Il n'y a ni air ni espace. Nous sommes à l'étroit. Cela nous suffit, lui répondit-on. Et Douchambé a survécu? Demanda timidement quelqu'un. Je ne sais pas. Et pourquoi tu nous compares à des vers? Eh mais si l'Amérique a survécu, ça veut dire que la guerre elle continue. Dans la ville de Mourom, il y a un monastère. Il est peint en blanc et les coupoles qui le coiffent sont bleues, la couleur des cieux. Il se dresse au bord d'une rivière, et tout autour il y a une forêt. Est-ce que cela vous dirait d'aller là-bas? On pourrait y envoyer des éclaireurs, le temps que tout le monde se prépare. Nous trouverons un moyen de transport à réparer. Quant aux femmes et aux enfants, nous pourrons les conduire en voiture. Et qu'est-ce qu'il y a à manger? Mais qu'est-ce que vous mangez ici, vous? Oh, allez au diable. On n'a aucun choix ici. Là est le problème. C'est ce monde clos. C'est pas un abri, c'est une crypte. Il faut en sortir. Eh ben, barre-toi, crétin, lui dit-on d'une voix ferme, mais pas très forte. Tu veux pas partir seul? Il te faut traîner des gens avec toi? Et pourquoi est-ce que la Hanse demande de te livrer? T'as tué quelqu'un? Demanda une femme.
Artyom se tourna vers Sukhoi, dont les yeux couraient autour de la table comme s'il cherchait un soutien pour lui. Mais le chef de la station n'intervint pas. Artyom s'épongea le front. Très bien. Je vais monter une expédition de reconnaissance. Nous allons explorer les régions à l'est afin de trouver un endroit propice où nous installer. Quand nous l'aurons trouvé, nous reviendrons chercher les autres. Qui est avec moi ? Personne ne répondit. On mâchait. On regardait. On buvait. Mais nul ne lui répondit. Anya posa le couteau sur la table et se leva. Moi ? Je viens avec toi ? Ils restèrent plantés là, tous les deux. Puis il y eut un bruissement. Le petit Kirill se mit debout sur le banc, pour être vu de tous, et piailla d'une voix fluette, mais déterminée. « Moi aussi, je viens avec vous, à Polyarny et Zori. » Il s'était levé là où il était assis, entre Artyom et Anna, qui échangèrent un regard. Natalia, sa mère, s'écarta de la table d'un bond. Des verres volèrent en éclats en tombant. « Viens ici tout de suite. Ça suffit. Au lit. Allez, maman. C'est à Polyarny et Zori, quoi. Nous n'irons nulle part. Notre maison est ici. Laisse-moi quand même y aller. Non. C'est la surface, Natalia, dit Artyom. Il y a de l'air, différent. De l'air pur et frais. La tuberculose, il n'y a peut-être pas de tuberculose, mais il y aura autre chose. La peste, ou je sais quoi. On dit qu'il y a des Américains dehors. Est-ce que tu veux nous vendre aux Américains ? Tu veux pas y aller ? Laisse-le partir au moins. Ici, il va... Tu l'as dit toi-même. Ça lui fait quel âge ? Tu veux me... commença-t-elle. Mais le souffle lui manqua. Tu veux me prendre mon fils ? Salopard, je ne te le confierai pas. Je te le laisserai pas. Mon petit Kirill, vous entendez ? Il veut m'arracher mon fils. Il veut le vendre aux Américains comme un jouet. Il veut y aller et nous condamner tous. Mais pauvre conne, lui dit Artyom. Mais t'es vraiment une conne et une garce. Ouais, oh, lui donne pas ton enfant, hein. Il est pas bien dans sa tête, tout le monde sait ça. Où est-ce qu'il va le trimballer ? Nous ne le donnerons pas. C'est quoi cette lubie ? Je veux venir avec vous, sanglota Kirill. Je veux voir là-haut. Bon, et qu'on le livre à la Hanse et c'est marre, hein, lança quelqu'un. On verra bien ce qu'ils en font. Les convives se reculaient de la table et se levaient. Eh ben, restez donc à vous bouffer les uns les autres. Qu'on vous en fume la cervelle. Vous voulez crever ? Ben faites donc. Vous voulez patauger dans votre merde ? Pataugez-y. Vous voulez vivre dans vos putains de souvenirs ? Allez-y. Mais vos enfants, de quoi sont-ils coupables ? Pourquoi les enterrez-vous vivants ? C'est toi le crétin. Tu t'es vendu tout seul. Personne n'ira avec toi. Tu veux nous conduire dans un piège, c'est ça ? Combien t'a-t-on payé ? Qu'on le livre. Il ne manquerait plus que nos relations avec la Hanse pâtissent à cause de cette petite merde. Ça suffit, cria Sukhoi en se levant. Tu ferais mieux de surveiller ton gamin. Il s'est vendu à on ne sait trop qui. Ça lui suffisait pas de nous empoisonner. Nous ne serions peut-être pas malades si ce connard n'avait pas passé son temps à aller et venir. Ne viens pas te mêler de nos affaires, Artyom, pigé ? C'est notre foyer ici. Tiom, je viens avec toi, avec vous. S'il te plaît. Allez, dégage. Casse-toi, tant qu'on ne t'a pas livré. Il ne manquerait plus qu'on en bave par ta faute. La main de Kirill saisit l'index d'Artyom et s'enroula autour. Mais Natalia tira d'un coup sec et arracha l'enfant. Des larmes coulèrent des yeux d'Artyom.
Papa, dit-il en se tournant vers Sukhoi. Papa. Et toi? Je peux pas, Artyom, répondit Sukhoi d'une voix morte. Je peux pas venir avec toi. Comment pourrais-je laisser tomber ces gens? Artyom cligna des yeux. La tête lui tournait. Ce qu'il avait mangé restait coincé comme une boule dans sa gorge. Mais qu'il aille à tous les diables, votre putain de métro. J'étais prêt à mourir pour vous. Mais il n'y a personne ici pour qui mourir. Dans un grand vacarme, il balaya les assiettes encore pleines de porc engraissé à l'être humain et renversa le banc. Anya le suivait, ainsi qu'Ilya Stepanovitch, de son sempiternel pas traînant. « Tu comptes monter à la surface ?» lui demanda Artyom. « Non. Moi, non. Je reste. Je voudrais, à propos de vous, Artyom, à propos de ça, m'autoriseriez-vous à écrire un livre? J'y relaterai tout exactement comme cela s'est passé. Je vous en donne ma parole. » Bah vas-y, écris. Grand bien te fasse. Je suis sûr que tu n'arriveras pas à sortir une seule ligne. Et même si tu y arrives, personne ne le lira. Cette vieille bique moisie d'Homère a raison. Ce sont des histoires que veulent les gens. L'est s'illuminait des premières lueurs rosées de l'aube, et l'ouest offrait un ciel limpide, cristallin, comme une bouteille qu'on aurait lavée. On en avait balayé tous les nuages, et entrepris de planter des clous d'argent dans sa voûte indigo. Ils jetèrent pêle-mêle dans le coffre vivres, munitions, armes et filtres. 3 jerrycans pleins y étaient déjà rangés, de quoi parcourir la moitié du globe. Yaroslavskoï chaussée, d'une largeur impressionnante, partait de VDNKH directement vers l'autre bout du continent. La route était encombrée, mais on apercevait entre les véhicules coincés dans le passé une sente dégagée qui devait bien mener quelque part. Les bâtiments morts s'auréolaient d'or, et pour ce dernier adieu, Moscou semblait chaleureuse et réelle. Il en avait plus qu'assez de la sensation de résine contre sa peau et des préparatifs d'hiver. Il aurait voulu s'en défaire dès cet instant, filer comme une flèche, toute vitre baissée, et attraper le vent dans sa main ouverte, respirer l'air pur et chaud. Mais peu lui importait. Dans 3 ou 4 heures peut-être, Anya et lui enlèveraient à jamais leurs masques et les lanceraient par la fenêtre. À qui le plus loin? On échangea quelques mots. « Vous allez où ?» demanda Sukhoi. « Peu m'importe, » dit Anya. « Où va-t-on ?»« À Vladivostok. Je veux voir l'océan. »« À Vladivostok alors. » Artyom avait posé la fourrure blanche de Savélie sur le siège d'Anna. Il fallait la protéger. Elle avait des enfants à mettre au monde. Le Nagant trouva une place dans la boîte à gants. Il démarra le moteur. Ils claquèrent les portières. Sukhoi se pencha vers lui et tapota sur la vitre pour qu'il l'abaissât. « Artyom, ne juge pas les nôtres. Ils n'y sont pour rien, » fit-il à travers sa trompe. Artyom lui envoya un baiser du bout des doigts. « Salut, Sacha. À la revoyure. » Sukhoi lui fit un signe de tête
et recula. Ilya Stepanovitch agita la main en frissonnant. Personne d'autre ne les avait accompagnés. Artyom posa la main sur le genou d'Anna. Elle recouvrit le gant de caoutchouc des deux siens. La japonaise cracha un nuage bleu, bondit en rugissant, et fila aussitôt vers l'extraordinaire et magique cité de Vladivostok, sise au bord d'un océan chaud et fou, à travers un pays immense et mystérieux, peuplé de véritables êtres vivants. Un vent solaire leur soufflait dans le dos.